balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya nini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Bazoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya dino kalinyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir sur mon plateau pour la première fois les doyens de la faculté de la plus grande université, sinon la prestigieuse université de mon continent, l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Louis Esambo. Il faut rappeler que c'est d'abord un ancien juge de la Cour constitutionnelle, rédacteur de la Constitution et un acteur majeur de la vie constitutionnelle de notre République. Il nous fait l'honneur de nous recevoir dans son bureau à l'université, le Temple du Savoir. Professeur Jean-Louis Esambo, bonjour. Bonjour Christian, comment allez-vous? C'est un grand plaisir de rencontrer les savants constitutionnels. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous rencontre. Ben oui, ça va. Ça fait longtemps que je ne me suis plus présenté devant les journalistes. Bon, maintenant, les contraintes qui m'empêchaient de parler sont déjà terminées, donc je peux me disponibiliser pour éventuellement vous rencontrer et échanger sur des questions qui concernent la vie politique de notre pays. Vous êtes un témoin vivant de ce que est notre constitution aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fier de la constitution congolaise aujourd'hui? Êtes-vous fier de ça? Non, la constitution congolaise, lorsqu'on suit le processus de son élaboration et lorsqu'on y a participé à ce processus, on ne peut qu'être fier. C'est une constitution qui regorge un certain nombre de valeurs qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs ou moins, mais c'est une constitution qui peine quand même par rapport à son application et surtout l'idée que les uns et les autres se font de la constitution. Mais sinon, c'est une très bonne constitution qui a des avantages, mais qui a quelques petites faiblesses qui pourraient peut-être corriger si le consensus se dégage à ce niveau-là. Comment vous expliquez, professeur, cette contradiction des juristes autour de cette même constitution? Je me rappelle qu'au début, l'UDPS, qui était une force politique assez importante, a refusé la constitution en disant que c'était une affaire de Kabila, ce n'était pas une bonne affaire. Mais tout au long de son mandat, quand Kabila était finissant, la même UDPS commençait à demander le respect de la même constitution qu'elle avait finalement désavouée. Entre-temps, Kabila disait que c'est une bonne constitution, une très belle constitution. Mais aujourd'hui, on voit que ceux qui hier n'acceptaient pas cette constitution commencent à la défendre et vice-versa. Est-ce que la constitution n'est-elle pas une belle femme que tout le monde veut finalement avoir pour son propre besoin et pas pour le besoin de cette femme en question? Non, mais écoutez, l'attitude de l'UDPS n'a pas été unique, hein, parce qu'il y a l'UDPS, il y avait également l'Église catholique, qui avait une attitude politique au moment de la campagne référendaire. Ils ne voulaient pas, ou les deux forces ne voulaient pas de cette constitution. Pourquoi? Mais je dis, c'est une attitude politique, oui. Et ça peut se justifier. Mais je crois qu'après avoir lu la constitution et après l'avoir compulsé, après avoir épluché le contenu de la Constitution, ces deux forces se sont bien rendues compte qu'il y avait plus de père que de mal. Alors, je voudrais qu'on avance un peu plus, toujours dans le côté du droit, parce qu'aujourd'hui vous êtes doyen. Aux États-Unis, ceux qui sont en train de parler, ceux qui rendent les jugements et les arrêts sont généralement des éminents professeurs, c'est des gens qui ont une notoriété au niveau de l'université. Mais pourquoi chez nous, au Congo, on a comme l'impression que n'importe quel juriste peut devenir avocat, n'importe quel juriste de n'importe quel niveau peut devenir juge et même juge constitutionnel? Alors la question qu'on se pose, quel est le rôle que joue la faculté de droit dans le processus de droit de notre pays? Non, la faculté de droit forme les juristes. Oui. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous devenez licencié en droit. 2 ans après, vous êtes diplômé d'études supérieures. Et puis, 3 ans après, vous devenez docteur. Donc, la faculté de droit forme des théoriciens de droit. Oui. Donc, maintenant, au-delà de la théorie, il faut y ajouter la pratique.
Et lorsqu'on devient juge à la Cour constitutionnelle, il y a des critères, il y a des conditions qui sont prévues par la Constitution. Et là, par exemple, on exige une certaine expérience d'au moins 15 ans dans le domaine juridique ou administratif. Mais au-delà de la théorie, il faut pratiquer le droit. Lorsque, ailleurs, on prend les professeurs d'université comme des juges, c'est-à-dire qu'ils se fondent sur la théorie, sur ce qu'ils ont comme bagage théorique sur le plan de droit, mais également, il est important qu'ils aient, au-delà de la théorie, l'expérience. Parce que le droit n'est pas que la théorie, le droit, c'est aussi l'art de faire ce qui convient. Est-ce que la faculté a un droit? J'ai posé la question lors de la conférence. Est-ce que la faculté, en tant que doyen, est-ce que vous pouvez décider de, peut-être ça va être exagéré, de retirer la parole ou d'interdire à un scientifique, juriste soit-il, d'opiner et de donner son point de vue d'autorité sur une question qu'il ne maîtrise pas? Je ne le ferai pas en dehors du conseil de faculté. Lorsqu'un professeur d'université donne son point de vue qui lui croit être bon, et qu'au niveau du conseil de faculté, nous lui faisons voir que ce point de vue ne passe pas, et qu'au niveau de la faculté, nous pouvons le conseiller d'agir de telle ou telle manière, et que si le professeur, au niveau du conseil de faculté, persiste dans son point de vue, et que cela peut être source du désordre, moi, j'ai le droit de lui retirer la parole en conseil de faculté. Est-ce que vous pouvez retirer le diplôme? Non, le diplôme, je ne le retire pas. Ouais. Mais je peux proposer le retrait de la charge horaire pour un professeur. Mais il y a des critères qui sont prévus, il y a des conditions qui font qu'on puisse retirer à quelqu'un la charge horaire. Mais le diplôme, ce n'est pas moi. Est-ce que vous êtes fier de tout ce que les professeurs comme vous font sur terrain? Parce qu'on ne peut pas comprendre que le professeur André Mbata, le professeur Jacques Njoli, les professeurs Bouchab, tous enseignants à l'université de Kinshasa, mais qu'ils aient de contradictions, mais alors scientifiques et profondes sur des questions aussi simples que vous enseignez déjà en G1, en G2, en G3. Non, la contradiction à l'université, c'est une très bonne chose. Oui. Donc, la science, elle doit évoluer avec des contradictions. Mais la question maintenant, c'est quoi? Est-ce que ce sont des contradictions scientifiques? Oui. Si c'est scientifique, c'est bon. Mais si c'est des contradictions teintées du politique, là, je peux pas marcher avec eux. Et je crois que ce qui porte problème au niveau de la faculté, c'est que c'est moins la qualité, entre guillemets, scientifique des intervenants, mais c'est la dose des opinions politiques que les scientifiques croient pouvoir développer. C'est ce qui fait mal. Et puis, le droit. Lorsqu'on est en première année, lorsqu'on est en première candidature, le droit, c'est ce qui est juste. Oui. Mais lorsqu'on enseigne à une étude, lorsqu'on vient à la télévision, on dit que le droit, ce n'est pas ce qui est juste. On est où là? Okay. La règle de droit, elle est connue par ces professeurs-là. Ils le savent. Mais peut-être que, plutôt que de dire ce que dit la loi, ils font dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. Et c'est là que ça cloche. Alors, comment vous corrigez? Comment vous pouvez corriger, vous, en tant que doyen de la faculté? Non, d'abord, la première chose, c'est que je conseille aux professeurs d'université de ne pas engager des débats au niveau des plateaux de télévision ou dans les médias. Si quelqu'un a un point de vue, il doit écrire. Okay. Faites un papier. Celui qui n'est pas d'accord avec vous, il fait un papier. Ça, c'est la responsabilité du doyen. Mais si vous allez dans des médias en train de vous injurier, ça sera ma responsabilité. Voilà. Alors, est-ce que l'État congolais vous demande très souvent votre avis en tant que doyen sur une question de droit ou sur une question de droit constitutionnel? Est-ce qu'on vous consulte, vous, en tant que faculté? Déjà, bon, ça fait 4 mois que je suis doyen, j'ai été consulté 2 fois et j'ai pu donner des avis à ce sujet. Est-ce que ça a quelle portée? C'est contraignant ou c'est simplement des avis consultatifs? Non, c'est un avis. Donc, et je suis très heureux que les autorités du pays m'aient consulté sur 2 questions et j'ai pu me référer aux collègues professeurs. Nous devons le connaître, les 2 questions? Non, qui en ont la spécialité. Et puis voilà, ils ont produit les réflexions et on a envoyé à qui de droit. Quelle est la charge d'un doyen des facultés de droit? Vous avez quel poids exactement? Responsabilité. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien je suis heureux d'être dans une faculté, mais c'est une grande responsabilité parce que vous gérez les professeurs, vous avez la responsabilité de la gestion du personnel, de la gestion administrative et financière de la faculté. C'est vous qui confiez la charge horaire? La charge horaire, elle est entérinée par le conseil de faculté que je convoque et que je préside, alors que celle-ci avait été déjà préparée par les départements.
Donc, rien ne peut se passer à la faculté que le doyen n'ait été au courant, parce que c'est lui qui convoque et préside les bureaux facultaires, c'est lui qui convoque et préside le conseil de faculté, et le doyen a un rôle important dans la conduite de la faculté. Et le doyen est le garant de la sérénité, le doyen surveille même le niveau d'enseignement. Il peut suggérer qu'Inch'Allah aurait pu se retirer et être un professeur s'il estime de raisons valables que ça ne marche pas. Voilà. Alors, c'est bien d'ailleurs de parler de niveau d'instruction, niveau de la qualité même de l'enseignement, mais cher doyen, est-ce que vous êtes fier que les élèves, les enfants passent 5 ans pour apprendre le droit? Est-ce qu'à l'égard de l'actualité aujourd'hui, de ce qui avance aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas réduire le nombre d'heures et que certains cours deviennent des cours d'information au lieu que ce soit réellement des cours à 80 heures, 70 heures, 50 heures? Non, on a un problème de réforme d'enseignement. Ça a été fait plusieurs années, mais je ne pense pas que l'on ait atteint les objectifs qu'on s'est assignés. Parce qu'il y a des enseignements qui n'auraient pas dû encore figurer dans le programme ou qui auraient dû être changés. D'autres qui n'y figurent pas doivent y figurer. Parce qu'en fait, quand on fait la réforme des programmes d'enseignement, il faut savoir ce que l'on veut et pour aboutir à quoi. Donc on a beaucoup de matières qui ne sont pas prises en charge comme des enseignements, mais que les étudiants, une fois quittés la faculté, retournent dans la vie pratique, alors qu'ils auraient dû avoir la possibilité de les étudiants quand ils étaient encore à l'université. Alors que dites-vous de ceux qui pensent que vous formez dans la faculté de droit, vous formez beaucoup plus de généralistes que des spécialistes? Ce qui fait qu'on a des avocats qui plaident tous les dossiers, on a des procureurs qui représentent... Non, mais ils n'ont pas raison, ces gens-là. Okay. Lorsqu'on est licencié en droit, selon le programme d'enseignement supérieur dans le pays, on est généraliste. Oui. La spécialité ou la spécialisation commence à partir du 3e cycle. Okay. C'est ça. Donc, tout le monde peut faire tout lorsqu'on a son diplôme de licence en droit. Mais à partir du diplôme d'études supérieures, le DEA ou le Master D, à ce moment-là, on se spécialise jusqu'au doctorat. Que pensez-vous de ceux qui pensent qu'il faut, il faut instaurer un cours, sinon un autre programme qu'on appellera École supérieure de la magistrature, et d'autres pensent qu'il fallait encore avoir une autre école qu'on appellera École du barreau, pour que quand les étudiants finissent leur deuxième cycle, ils peuvent s'orienter soit dans la magistrature, soit dans l'avocature, mais en suivant ces deux filières. Oui, mais déjà, il y a une école dans la magistrature qui existe, hein, donc c'est sous la supervision du ministère de la Justice. Ah, donc ça concerne les magistrats en premier lieu, pour les formations, pour les mises en niveau, et si le barreau peut également le faire, c'est toujours très important. Vous voyez, le fait d'avoir terminé ses études, c'est important, mais la pratique judiciaire, elle s'apprend, elle s'acquiert avec l'expérience. Donc, je crois que ces écoles-là permettent de pouvoir faire quitter les anciens étudiants, devenir aujourd'hui dans la vie pratique des novices dans certains domaines, et ça les prépare à assumer certaines responsabilités. C'est très important. Alors, parlons de la Constitution. Vous allez organiser un colloque dans peu de temps, ce qui est très important pour plusieurs personnes. Mais avez-vous l'impression que cette Constitution est connue du public congolais? La Constitution est connue, mais peut-être pas à souhait. Parce que tel que l'on entend les interprétations de cette Constitution, on a l'impression qu'elle n'est pas suffisamment connue. Mais la Constitution est écrite dans une langue et dans un style très technique qui fait que ce n'est pas tout le monde qui doit le comprendre. Il y a des gens qui pensent qu'il fallait faire ça en lingala, traduire en lingala, en chiluba, en kikongo, dans toutes les langues. C'est une obligation constitutionnelle, c'est pris dans la Constitution. Donc ça doit être fait comme ça. Alors, mais est-ce que vous ne craignez pas d'interpréter des gens même en mettant lingala? Justement, c'est ça le problème. Oui. C'est-à-dire que les gens qui vont être appelés à interpréter ça doivent s'entourer de beaucoup de précautions pour ne pas écorcher sur l'esprit du Constitution. Exactement. C'est ça le problème. Est-ce que vous allez être encore invité? Est-ce que la faculté de droit prendra part à ces séances-là pour les... Si on y invite, parce que moi le droit, il y a aussi des spécialités des facultés de lettres. Hein. Si on y invite, donc nous serons les bienvenus. Donc, voilà. Alors, le colloque va porter sur quoi essentiellement? Oh là là, le thème central, c'est l'état de droit, la démocratie et l'indépendance du pouvoir judiciaire sous la Constitution du 18 février 2006, bilan et perspective. Quelles leçons nous pouvons tirer de l'Afrique et quelles leçons nous pouvons donner à l'Afrique et au monde. Pour quel but? Le but, c'est d'abord de faire un peu un bilan de 15 ans de la pratique de notre Constitution, mais bien avant ça, c'est de retracer l'historique de cette Constitution, d'où on vient, où nous en sommes et où on va.
de manière à pouvoir tirer les leçons de ce qui n'aurait pas marché et proposer aux institutions compétentes ce qu'il faut faire. C'est important. Vous nous avez interdit tout à l'heure dans la conférence de considérer que cette constitution comme la petite sœur de la constitution française. Elle ne l'a jamais été. Pourtant, c'est ce qui a été véhiculé par plusieurs personnes. On nous a dit qu'elle a été faite dans 3 jours, elle a été copiée de l'île Maurice, un peu de la France, un peu de la Belgique, mais ce qu'on a écouté tout à l'heure était totalement révoltant. On s'est dit, mais on est si fiers d'avoir cette constitution. Christian, vous parlez à un des universitaires congolais qui a été associé à la rédaction de cette constitution, en amont comme en aval. Cette constitution n'a jamais été la petite sœur de la constitution française. Jamais. Alors jamais. Jamais. Ni copiée. Jamais. Au contraire, la constitution française a copié cette constitution à bien des égards. La constitution française Exact. a copié la constitution congolaise. Exact. Donc les Français nous ont... La révision de 2010. Ok. En même temps que nous sommes également référés à la constitution française sur un certain nombre de choses. Oui. Voilà. Donc, Et aussi, nous ont copié. mais justement, c'est ce que beaucoup de Congolais ne savent pas. Et je voudrais que les universités congolais, les juristes congolais, les constitutionnalistes congolais fournissent un petit effort de faire le droit comparé, voir qu'est-ce qui a été copié en France par le Congo et qu'est-ce que la France a copié au Congo ou la Belgique au Congo. Il y en a. Est-ce que c'est un complexe que nous avons très souvent, que nous promenons d'ailleurs dans nos vies, que de croire que le cerveau blanc est plus efficace que le cerveau noir? Il est possible, mais la personne qui vous parle a eu son doctorat à la Sorbonne, donc la précise université française, donc je n'ai pas un complexe vis-à-vis des Blancs. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie avec le doyen de la faculté d'Harvard, par exemple, doyen de la faculté de Sorbonne, où vous avez finalement... Non, le problème c'est que chaque faculté, chaque université a ses coutumes et ses us. Voyez-vous, je peux me comparer au doyen d'Harvard ou de la Sorbonne, mais je me sens fier d'être doyen d'une faculté de droit, la mienne. Alors, notre constitution, vous avez évoqué qu'il y avait des faiblesses. C'est rare d'entendre des scientifiques évoquer la faiblesse de la constitution. Surtout, on parle toujours de ses points forts. Vous avez parlé de beaucoup de choses, mais il y a un élément qu'on se pose. Comment on est arrivé à donner au président Kabila à l'époque le pouvoir de révoquer des gouverneurs, mais pas le pouvoir de les nommer? Est-ce que ce n'était pas une entorse finalement? Attention, lorsque l'on a modifié la Constitution en 2011, et c'est ça l'esprit, si on vous dit que le chef de l'État révoque le gouverneur, c'est une fausse interprétation. Ah d'accord. Le chef de l'État relève le gouverneur de leur fonction. C'est-à-dire qu'en amont, il doit s'agir de quelque chose qui permet au chef de l'État de relever. Mais bien entendu, lorsqu'on relève ou on révoque, les effets sont les mêmes. Le gouverneur n'est plus en fonction. De sa propre initiative, il ne peut pas révoquer un gouverneur. Ah d'accord. Non. Mais il ne peut que le relever de ses fonctions lorsqu'il y a une crise persistante entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Le chef de l'État a deux possibilités. Soit qu'il dissout l'Assemblée provinciale, soit qu'il y relève le gouverneur de ses fonctions. À ce moment-là, le gouverneur qui aurait été élu par une majorité d'Assemblée provinciale n'est plus en fonction, c'est tout. alors, nous voulons savoir, cher doyen, quand vous parlez de la crise permanente, cette question de crise permanente intéresse beaucoup de Congolais. Finalement, qui est le juge de la crise permanente? On a comme l'impression qu'on a donné plus de pouvoir au président, celui qui apprécie la crise, celui qui détermine la crise. Mais c'est exact. Alors, dites-nous. Mais c'est exact. Mais comment ça sera lui qui doit déterminer la crise? Alors qu'il n'est pas parti prenante dans Le l'affaire. président de la République est la personne la mieux informée sur le fonctionnement des institutions. D'accord. C'est une arme efficace qui ne peut être utilisée que lorsque c'est indispensable. Okay. Celui qui reçoit le rapport sécuritaire sur le fonctionnement des institutions chaque jour. Donc, il est mieux placé pour savoir qu'il y a une crise et que cette crise peut être persistante. Voilà. Et donc, il lève l'option en fonction des informations qu'il a. Oui, parce qu'il est informé chaque jour du fonctionnement de toutes les Et institutions. c'est indiscutable. Mais oui, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on va toujours aller dans les Et cas... puis la personne qui vous parle, j'ai été directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, c'est comme ça qu'on faisait pendant 6 ans. Ok. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, professeur, toujours dans la Constitution, peut-être on va aller plus vite pour terminer. Lorsqu'on organise le pouvoir, nous avons entendu un professeur de droit, le professeur Bouchab, dire que l'esprit de la Constitution avait donné beaucoup plus de pouvoir au Premier ministre
et pas au président. Parce que selon le professeur Bouchab, vous êtes parti d'une conception de Mobutu qui était un roi et un tout-puissant. Alors il fallait alléger le pouvoir de Mobutu. C'est ainsi que vous avez confié beaucoup plus de pouvoir au Premier ministre. Il a parlé du régime primo-ministériel. Est-ce que c'est concevable du point de vue juridique? Je ne peux pas répondre à Bouchab devant la presse. Okay. Je souhaite que le professeur Bouchab écrive ce qu'il a dit et je donnerai mon point de vue par rapport à ce qu'il a dit. Il sait mon point de vue par rapport à ça. C'est lequel? Donc, accepter que je ne puisse pas lui répondre par la voie de la presse. Il a été avec moi pendant que nous étions en train de rédiger la Constitution. Il sait ce que nous nous sommes dit sur le pouvoir du chef d'État et du Premier ministre. Il le sait. Alors, est-ce que nous avons le même système que la France? Du tout. Alors, pour Sarkozy, il ne s'agit pas d'une comparaison entre les deux, parce que leur source de pouvoir les différencie déjà. Le Premier ministre est nommé, alors que le président est élu. Est-ce que c'est soutenable, cette position de Sarkozy et bien d'autres, qui fait une question de personnalité? Il n'y a pas de comparaison? Non, écoutez, moi, tout à l'heure, j'ai parlé au niveau de la conférence de presse que c'est une constitution qui a assuré un certain nombre d'équilibres. Oui. Équilibre entre l'institution présidente de la République et le gouvernement, souvent à sa tête le Premier ministre, qui a été malmené par les différents chefs de l'État. Ils savent. Une constitution d'équilibre, mais c'est une constitution de collaboration. Oui. Si la constitution est bien appliquée, il n'y a pas de raison qu'il y ait une discorde entre un chef de l'État et un chef de gouvernement. Mais s'il ne démissionne pas comme si ça, chacun connaît la marge ou l'espace de son action, il ne devait pas y avoir. Deuxième chose, vous parlez de la démission du Premier ministre. Oui. Je ne voudrais pas commenter ces situations. Vous avez vécu comment le Premier ministre a tâtonné. Oui. D'abord, il a refusé de démissionner, et puis après, il a démissionné. Mais peut-être qu'il a été sous pression. Mais est-ce que, scientifiquement, comment pallier à la situation du refus de la démission d'un Premier ministre? Je voudrais vous dire ceci. Oui. S'il y a un des collaborateurs le plus proche du chef d'État, c'est le Premier ministre. Oui. Ils discutent ensemble sur les questions à faire figurer à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ils prennent des décisions parfois ensemble. Le chef de l'État intervient par arbitrage. Si à ce niveau-là, il n'y a plus confiance entre les deux, l'élégance voudrait que le Premier ministre démissionne pour éviter le ridicule. Et le nôtre a démissionné par ridicule. Moi, j'étais juge de la Cour constitutionnelle. Lorsque j'ai senti que l'idée que j'avais celle les juridictions, ce n'est pas celle que j'ai aujourd'hui, je suis parti sans contrainte. Vous avez démissionné. Voilà. Et donc, lorsqu'on accède à une fonction publique ou politique, le jour où on accède au pouvoir, le jour où on prend possession de ces charges, on doit se souvenir qu'un jour, on ne sera pas à cet endroit-là. Oui, mais la démission, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si le Premier ministre refuse de démissionner, est-ce que le président doit-il opérer comme on a fait maintenant? Oui, s'il refuse de démissionner, d'abord, il y a deux choses. Oui. S'il refuse de démissionner, le président peut le démissionner par une motion. S'il a la majorité à l'Assemblée nationale. D'accord, et s'il n'en a pas? C'est la majorité, le président, à ce moment-là, doit subir le Premier ministre, mais attention, les relations entre eux ne seront plus cordiales. Parce que le chef d'État, celui qui est le chef de l'exécutif, pas le Premier ministre. Oui. Donc, c'est celui qui convoque les ministres. Sur le plan pratique, le chef de l'État va bloquer le Premier ministre. Alors, mais ça sera le peuple qui va en pâtir. Oui, mais justement, c'est ça. Mais pourquoi vous ne réglez pas ça au niveau de la Constitution, vous, non. Pourquoi vous ne réglez pas ça? Non, le problème n'est pas constitutionnel. Ok. Cette question du Premier ministre, vous parlez de l'actuel, c'est celui qui vient de partir, elle n'a jamais été une question constitutionnelle, c'est une question politique, uniquement politique, et ça marche de la Constitution, c'est clair. Le Premier ministre Ilunga Kamba sait comment il est venu au pouvoir. D'abord, sa désignation a violé la Constitution. S'il s'est mis en tête qu'il ne pouvait pas être à cette place-là, il aurait évité certaines attitudes. Il n'appartenait pas à la majorité, il n'était pas un élu. Déjà, sur le plan constitutionnel, ça pose un problème. Donc, lorsqu'on sait comment on est arrivé au pouvoir, il y a des attitudes qu'on doit avoir. Il ne faut pas vous croire être déjà arrivé au ciel. Mais celui-ci non plus n'est pas élu. C'est aussi une vertu de la Constitution. Vous lisez mon livre sur le traité de droit constitutionnel congolais, vous y trouverez.
J'ai expliqué l'origine de l'article 78 de la Constitution. Si vous voulez que je vous le dise, pour être élu Premier ministre, vous devez d'abord être un élu, pas quelqu'un qui ne soit pas élu. Ensuite, vous devez appartenir à la majorité parlementaire. Est-ce que ça, c'est votre point de vue? Non, non. Ou c'était ainsi dit la science? Christian, je vous le dis, j'ai de la modestie. Vous avez une grande chance de me faire parler. Ça, je le sais, parce que vous ne parlez pas déjà. C'est tout. Oui. Donc, ça de me faire parler. Et je voudrais que quelqu'un qui soit d'un point de vue contraire m'affronte et me dise que ce que je dis n'est pas vrai. Et ce n'est pas ça l'esprit de la Constitution. Pourquoi faut-il que ce soit un élu, cher professeur? Non, mais c'est justement le régime qui a été prévu par la Constitution. C'est celui-là. Quand on parle de au sein de la majorité, au sein, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas en dehors. De quelle majorité? À l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est écrit comme ça? Mais lisez la Constitution. C'est quel article? 78. 78. On va le voir avec vous. L'article 78. Alors, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. C'est vrai. C'est à l'intérieur, pas en dehors. Okay. Donc l'esprit, c'est que... Et lorsqu'on est majoritaire, on doit appartenir, donc on doit d'abord être élu, appartenant à la majorité. Est-ce que cette majorité, elle est absolue, elle est comprise dans le sens d'un groupe, d'un parti politique ou d'un... Non. Bon, je comprends qu'il faut peut-être que je vous donne mon livre parce que vous ne l'avez pas. Hein. Oui. J'explique comment on constitue la majorité. Ok. Et je distingue la majorité parlementaire de la majorité présidentielle. Quand est-ce qu'il y a la majorité parlementaire? Donc, à l'issue des élections, si la CNI a proclamé les résultats définitifs, la Cour constitutionnelle provisoire, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs, les élus n'entrent en fonction qu'au moment où leur pouvoir est validé. Ok. Lorsque le pouvoir des élus est validé, ok, ils sont juridiquement protégés. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'un élu affiche sa position en faveur de l'opposition ou du pouvoir. Et c'est là qu'on constitue la majorité. Malheureusement, pour ce qui s'est passé en 2018, cela n'a pas été le cas. Et c'est comme ça que ça nous amène à ces débats sur une majorité qui aurait existé, mais qui s'était effritée et qu'on aurait constitué une autre, tout ça, etc. Voilà. Alors, mais est-ce que le Premier ministre actuel, est-ce que c'est une violation majeure ou une mineure de la Constitution? Elle est majeure, monsieur. Le fait de nommer un non-élu? C'est majeur. Un majeur. Vous avez, ça c'est le professeur de droit constitutionnel qui vous parle. C'est une violation majeure. Mais ça commence à devenir comme une coutume. Oui, parce que c'est pas la première fois, c'est comme vous dites. À son une coutume et ça risque d'aboutir à la révision de cet article-là. Oui. Parce que depuis 2006, il n'y a eu qu'un seul Premier ministre qui a été parlementaire. Oui. C'est Badi Banga. Il n'a jamais été dans la majorité. Oui. Les restes n'ont pas été des parlementaires. Et qui n'appartenaient pas à la majorité. Qui n'appartenaient pas non plus à la majorité. Est-ce qu'on ne fait pas la confusion entre la majorité présidentielle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et la majorité parlementaire? Justement, c'est ce que je vous dis, parce que mon livre en parle. Oui. La majorité présidentielle, c'est l'ensemble de Congolais qui ont donné leur voix à un élu. C'est ça la majorité présidentielle. D'accord. Mais parlementaire. La majorité parlementaire, c'est lorsque, après avoir été élu, un député ou un parlementaire affiche ses tendances politiques. Il dit, bon, moi, je soutiens le gouvernement, moi, je ne soutiens pas le gouvernement. Et on identifie ceux qui soutiennent le gouvernement. S'ils sont plus de 250 députés pour l'Assemblée nationale, ils constituent la majorité. Est-ce que cette nouvelle majorité parlementaire, on peut l'appeler nouvelle majorité parlementaire? Les débats sur le plan constitutionnel, je crois que les juristes et surtout les constitutionnalistes congolais ou ceux qui se le proclament doivent finalement réfléchir sur cette question-là. Oui. Est-ce que nous étions fondés à faire corriger ce qui n'a pas été fait en début de législature? Est-ce que la manière qui a été faite, elle est bonne? Et si elle ne serait pas bonne, quelle aurait dû être la solution? Je préfère ne pas répondre à ces questions dont je connais les réponses. Est-ce qu'on le saura lors du colloque? Si vous me posez la question. Mais comme je la pose maintenant? Non, il faut attendre le colloque.
Alors, on va terminer cet entretien, cher professeur. Vous n'avez aucune idée du plaisir que j'ai de vous faire parler parce que je sais combien les journalistes cherchent votre intervention et moi, je l'ai quand même. Alors aujourd'hui, terminons avec le débat sur le retour de Kabila. Kabila ne peut plus en regard de l'article 220. Il y en a qui pensent que Kabila peut revenir parce que l'article 220 ne les lie pas en réalité. Mais cher professeur, nous voulons savoir. Si oui, Kabila doit revenir, sur quelle base? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il exclut? Et alors maintenant, si Félix Tshisekedi fait un seul mandat et qu'en 2023, il est finalement battu par quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est ancien président élu? Pourra-t-il revenir encore? Ou on va dire non, tu as déjà été sénateur à vie et tu ne peux plus revenir? Votre point de vue de professeur. J'aurais bien voulu que vous gardiez cette question-là et pour que je la réponde devant beaucoup de gens. Ensuite, je demanderai aux Congolais, aux universitaires, aux juristes, aux constitutionnalistes d'éviter, lorsqu'on parle du Congo, de personnaliser le débat. Tshisekedi n'est pas le Congo. Tshisekedi, c'est un élément du Congo maintenant. Non plus Kabila n'est pas le Congo. Kabila, c'est un élément de la compréhension du fonctionnement du régime congolais. La constitution que nous célébrons aujourd'hui n'a pas été écrite pour Kabila. Kabila en est un des bénéficiaires. Voilà. Comme c'est le cas avec Félix aujourd'hui. Oui, un des bénéficiaires. Donc ça n'a pas été écrit pour eux. Mais alors qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'un ancien président peut-il revenir quand on a brigué 2 mandats successifs? Est-ce qu'on peut revenir au pouvoir? Vous voulez que je tranche? Oui. Sur le plan constitutionnel, oui. Kabila ne reviendra pas. 10 ans, simplement suffisant. Et c'est ça l'esprit de la Constitution. Il n'y a pas une autre. Est-ce que Félix Tshisekedi, qui est président aujourd'hui, s'il fait un seul mandat et qu'il échoue, il revient, il fait ses 5 autres années et ça s'arrête là. Est-ce que c'est possible? L'esprit, c'est de ne pas faire plus de 10 ans. Mais alors le sénateur à vie, ça veut dire quoi? Bon, enfin, là, on pose une autre question. Oui. Sénateur à vie, quel est le sens du sénateur à vie? C'est une question qui a de considération à la fois politique, mais également sociale. Pourquoi on a limité les mandats du chef de l'État congolais à 2 ans? À deux mandats. 2 fois, donc 5 ans, 2 fois. On a tenu compte de l'histoire de notre pays. Premièrement, on a tenu compte du fait que Mobutu est resté au pouvoir pendant très longtemps et qu'on ne voulait plus d'un président qui s'éternisait au pouvoir. Une première explication politique. Mais alors, si un président qui a fait ses 2 mandats quitte le pouvoir pour l'empêcher d'avoir une tentative de renversement du pouvoir par la force. Deuxième considération, il faut s'occuper socialement et politiquement de ce monsieur-là, qui conserve quand même un certain nombre de secrets d'État. Comment s'occuper de lui? 2 considérations. En faire un parlementaire qui ne soit pas élu. Et il restera toute sa vie. C'est-à-dire que, en tant que parlementaire, il est dans les institutions. Il ne pourra plus être tenté d'utiliser d'autres voies pour revenir au pouvoir. Deuxième explication, c'est par rapport à la situation de chef d'État Joseph Kasavubu qui était mort dans des conditions sociales les plus inexplicables. On ne peut pas penser que quelqu'un qui a occupé ces hautes fonctions de l'État, qui les quitte et qui soit minable. L'État doit prendre en charge ce monsieur-là. Et pour le faire, on lui fait bénéficier d'un statut de sénateur à vie, pour qu'il puisse être protégé politiquement, mais également socialement. C'est ça l'explication. Il n'y a pas d'autre. Il peut être président du Sénat? Non. Pas du tout. Non. Mais est-ce que sa voix compte lors des délibérations? S'il veut, bon, il n'a pas l'obligation de participer au débat, tout ça. C'est une protection politique, sociale, juridique de ce monsieur-là, qui a été chef de l'État, pour éviter qu'il soit dans des conditions qui l'amènent à pouvoir se comporter comme un simple citoyen. C'est quoi son régime pénal dans ce cas? Il est soumis à la loi comme tout le monde? Ça dit que s'il est sénateur à vie, oui. Ça dit qu'il est d'abord sénateur. Oui. S'il doit être poursuivi, il doit être poursuivi comme parlementaire et donc son immunité doit pouvoir être élevée par la chambre à laquelle il appartient, ce qui n'est pas facile. Ok.
Et si on doit le poursuivre pour les actes qu'il aurait posés pendant la question de l'État, oui, il est immunisé également parce qu'on va tenir compte de sa qualité en ce moment-là. C'est-à-dire que les deux chambres du Parlement doivent autoriser et les poursuites et la mise en accusation. Ce qui est difficile pour beaucoup de victimes. Justement, c'est ça la protection. Donc, on a tenu compte de notre histoire, parce que vous savez... ce n'est pas une prime à l'impunité, non? Ça a l'air d'être une prime, mais vous savez, l'alternance au pouvoir a un prix. C'est très sage comme réponse, l'alternance a un prix. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Je rappelle que c'était pour moi une grande fierté d'être reçu par le doyen de la faculté de droit à l'université, à son bureau et répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, merci. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur. Je vous retrouve avec le même plaisir dans un prochain numéro. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre. Et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc, Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons 3 produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien, et nous avon aussi le road freight, le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle double wall, et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daïmana, Chido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyamana Kongo, Toye Mali, Loye Molonde Yalisa.